Alors, sur le titre de cette conférence, j'ai hésité. On aurait pu l'intituler « Quand on veut, on peut ». On aurait pu aussi l'intituler « Un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Ça marche aussi. On aurait pu le faire « Yes, we can ». Mais il m'a semblé que Peter Pan, ou Peter Pan, ou l'opportuniste, c'était mieux parce que c'était plus court, c'est un peu intriguant. Et puis après, c'est à vous, à savoir si vous mettrez un point d'interrogation derrière cette alternative ou pas, et comment vous comprendrez cette alternative. Voilà donc pour le titre. Alors, une ou deux choses que l'on sait. Le canton de Genève, c'est une population de 466 000 habitants, 282 km², et il a 45 communes. Alors ce territoire, c'est finalement le territoire du jeu, et ce territoire, il a quand même quelques caractéristiques. Caractéristique numéro 1, c'est une grande notoriété. J'aime beaucoup, vous l'imaginez, cette image qui montre quels sont les endroits les plus connus de Suisse à l'étranger. Alors, il y a un petit trait sous le G de Genève, c'est écrit Lausanne. Il y a ici un petit point, c'est la Higuerre, le Matterhorn est là, donc vous voyez que l'on a mis tout ce que l'on pouvait imaginer qui puisse avoir une certaine renommée. Il y a Montreux, pratiquement invisible, en dessous de Lausanne, bref. Voilà, donc on peut faire de la musique de jazz, on peut faire pas mal de trucs, on peut avoir une montagne avec laquelle on fait du chocolat, mais finalement, Genève, ça a une renommée toute particulière. Je vais garder pendant un bon moment ce fil directeur territoire-population. Alors toujours territoire-population, voilà, moi j'ai pris les 8 villes les plus peuplées après Genève, qu'on peut trouver quand on va sur les sites internet. Alors vous voyez Vellore, Yachillo, Sorlou, Kemchar, c'est ça, si l'on doit se comparer à quelque chose, au point de vue de la population, je suis persuadé qu'aucun d'entre vous n'a jamais entendu parler d'aucune de ces villes. Ah si, vraiment. Territoire, ben voilà, Genève c'est 282 km², et là on compte large, puisque c'est avec le lac, en fait c'est plutôt 240 si on compte la surface terrestre, c'est-à-dire grosso modo, c'est la commune de Davos ou la commune de Bagne. Ça c'est le territoire de Genève. Et ce que l'on entend dire régulièrement, c'est Genève est atteinte du syndrome de Peter Pan. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome de Peter Pan? Je vais essayer de revenir si je peux, mais non, ça ne marche plus du tout, il n'y a plus rien qui marche là. J'arrive à revenir en arrière? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce syndrome de Peter Pan? Peter Pan, c'est une histoire d'un petit garçon qui, à un moment donné, décide qu'il ne veut plus grandir. Et régulièrement, chaque fois qu'il y a un projet à Genève et qu'il y a quelques oppositions, on dit « mais c'est normal, c'est dans nos gènes. On est atteint de ce syndrome de Peter Pan. » Et j'ai essayé de voir de façon un petit peu plus précise où est-ce que l'on pouvait trouver peut-être des éléments d'analyse qui pouvaient conforter cette opinion. Alors, le premier élément, je ne l'ai pas mis ici, c'est bien sûr 1536, la Réforme. Genève vit derrière ses fortifications. Et ces 500 ans passés derrière ces murailles auraient complètement marqué l'imaginaire des Genevois, de telle sorte qu'ils ne peuvent se percevoir que protégés, petits dans une île, et surtout pas plus grands que la grandeur de leur muraille. Et on peut trouver quelques éléments qui confortent cette analyse. Le congrès de Vienne, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit sur le congrès de Vienne? Pictet de Rochemont qui veut agrandir les frontières de Genève jusqu'aux montagnes,
mais les Genevois qui veulent rester protestants et ne pas se trouver envahis par les catholiques et qui finalement insistent pour rester le plus petit possible. Il y a le plan directeur de 1929. Alors le plan directeur de 1929, je vais vous le montrer. C'est assez intéressant parce que ce plan directeur de 1929, c'est probablement le premier plan directeur de Suisse. Et quand vous le voyez, il a été dessiné comme ça. Les zones jaunes, ce sont les zones villas. Les zones les plus foncées, ce sont les 4 premières zones et la zone industrielle. On a gardé jusqu'à maintenant pratiquement la même dénomination pour les zones, donc le centre de la ville, les zones mixtes, etc. Et puis tout le reste, tout ce qui est blanc, ben c'est blanc, c'est les endroits où on ne construit pas, c'est-à-dire concrètement, c'est la zone agricole. Évidemment, cette carte, elle est très suggestive. Elle est très suggestive et pendant longtemps, moi-même, j'ai fait cette analyse en disant Genève démolit ses fortifications, mais immédiatement après, se reconstruit de nouvelles fortifications et se construit des fortifications vertes, en somme, s'entoure d'une zone agricole qui représente la nouvelle fortification genevoise. C'est pas tout à fait juste, parce que c'est pas comme ça que les choses se sont passées. La façon dont les choses se sont passées, il faut remonter au début du XXe siècle, c'est la création de la Société d'art public. Création de la Société d'art public qui aujourd'hui s'appelle Patrimoine Suisse Genève, qui était la section genevoise du Heimatschutz, maintenant de Patrimoine Suisse. Et au début du XXe siècle, un écrivain comme Philippe Meunier, un historien comme Guillaume Fassiot et quelques autres décident, comme cela se faisait d'ailleurs du reste dans toute la Suisse, de créer une société dont le but, c'est la protection du patrimoine. Alors, il crée cette société et c'est dans tout un mouvement de pensée que l'on retrouve partout ailleurs. Donc, ça marche assez bien. Dès 1904, il y a Henri Juvet, architecte, qui fait un projet de loi qui vise, qui de reste a été fait dans ses murs, puisque il était le président de la section des beaux-arts de l'Institut genevois. Il fait un projet de loi visant à protéger le patrimoine. Mais en 1904, les Genevois, ils disent ce projet de loi, c'est pas quelque chose à faire. Premièrement, ça signifie des restrictions à la propriété foncière, et ça nous déplaît totalement. Et puis, il faut compter sur le bon goût des propriétaires qui sauront bien entretenir correctement, ne pas démolir les bâtiments qui en valent la peine. Donc, comptons sur le civisme des citoyens. De sorte que le projet de loi de 1904 reste en carafe, ça c'est une vieille histoire genevoise, et finalement ne se traduit dans la législation qu'en 1920. Mais lorsque ce projet de loi devient une loi, ce n'est plus une loi simplement qui protège les monuments, mais c'est une loi qui protège les monuments et les sites. Et donc, parce qu'on a bénéficié des expériences qui se sont faites dans d'autres cantons. Vous allez voir, tout cela a beaucoup de rapport avec la suite. Et cette loi donc protège les monuments et les sites. On crée la CMNS. Le début de la CMNS, c'est 1920, avec cette loi de protection des monuments. Et comme on protège les sites, le besoin se fait sentir de dire comment est-ce qu'on les protège, qu'est-ce qu'on protège pas et comment. Et c'est de fil en aiguille qu'on en arrive là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas eu la volonté de créer des zones constructibles et pas constructibles. Il n'y a pas eu au départ la volonté d'avoir une perspective d'aménagement du territoire. Il y a eu la volonté d'avoir une perspective de protection des monuments et des sites. Et c'est à travers le fil monuments et sites que l'on se retrouve finalement avec ce qui probablement, je n'ai pas contrôlé, mais j'en suis à peu près certain, est la première loi suisse en matière d'aménagement du territoire et qui va ensuite servir de modèle au reste du pays. Donc,
Et cela, vous allez le retrouver à plusieurs reprises dans mon propos, la façon dont les choses partent, c'est pas toujours comme ça qu'elles arrivent. Et là, en l'occurrence, on voulait protéger les monuments et les sites, et on arrive sur l'aménagement du territoire. Enfin, je conclus Peter Pan avec cette citation qui nous enchante, le petit Genève dans ses murailles qui embaument l'univers. Maintenant, c'est peut-être pas tout à fait ça non plus, parce que j'ai énuméré quelques éléments qui montrent que Genève veut rester petite tout en les relativisant. Maintenant, j'en ai quelques autres qui vont en sens totalement inverse et qui montrent d'abord l'ouverture de Genève. Et il faut savoir que Genève, parce que le chiffre de 1860 est faux, en réalité c'est 54 000 habitants qu'il faut lire, donc plus que Zurich, Genève, du XVe siècle jusqu'en 1870, est la plus grande ville de Suisse, enfin de ce qui sera la Suisse, assurément et de façon constante durant cette période. Genève est capable d'accueillir pratiquement du jour au lendemain 30 000 personnes. Ça, c'est pas Peter Pan, c'est pas celui qui a peur d'être grand, c'est celui qui est le plus grand de Suisse, au niveau de sa population. Et de la même façon, Genève, c'est toujours une image d'ouverture. Alors, cette ouverture, j'ai mis quelques éléments arbitraires. J'aurais pu commencer avec la démolition des fortifications en 1849. C'est là où ça démarre. J'aurais pu également ici, parmi les différents éléments qui sont cités, citer également l'autoroute de contournement, ou citer également le CEVA. Peu importe, il y a toute une série de décisions qui ont été prises, certainement après des discussions, mais ça, il y en a partout, et qui aboutissent véritablement à des décisions à Genève en matière d'aménagement du territoire. Et en matière d'aménagement du territoire, et aussi en se projetant dans l'avenir. Et le début des années 60, Meyrin, première cité satellite de Suisse, c'est quelque chose de complètement extraordinaire. Pendant un certain nombre d'années, Meyrin a été la ville la plus jeune de Suisse et a connu en quelques années une augmentation de population, faisant passer Meyrin d'une petite localité de 3 000 habitants à une cité de 19 000 habitants. Voilà donc ce qui montre qu'il y a à Genève il y a des capacités de véritable engagement, et en tout cas de véritables capacités d'accueil, d'ouverture à l'étranger. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout parce que ce qui est vrai pour la population est également vrai pour le territoire. Ici, vous avez l'image de l'évêché de Genève au XVe siècle. Parce que on s'est trouvé dans la situation suivante. Le XVe siècle, donc, on est avant, évidemment, 1536, on est avant la Réforme. Et à ce moment-là, Genève, en 1387, a reçu ses franchises, enfin, a obtenu, a arraché ses franchises d'Adhémar Fabry, devient une ville finalement assez indépendante, qui a le droit de s'organiser. Mais cette ville de Genève est une ville importante, la plus importante, qui est inscrite dans un vaste espace, qui est inscrite dans cet espace qui est celui de l'évêché. Dans l'imaginaire genevois, quand on est genevois, on est aussi partie prenante de ce grand espace qui va, enfin vous le voyez, qui va jusqu'à Annecy, qui va jusqu'à Chamonix, qui fait le Chablais, qui fait le Pays de Gex. Ça, c'est l'espace genevois avant 1536. Ensuite, évidemment, il y a 1536, il y a Genève entourée de gens qui ne lui veulent pas beaucoup de bien. On va peut-être laisser tomber l'escalade et ce genre d'épisodes. Mais que font les Genevois à ce moment-là? Ils ne se replient pas dans leurs murailles, ils essayent d'avoir le plus d'espace possible, et donc ils revendiquent l'émandement. Et ils revendiquent l'émandement, c'est-à-dire concrètement qu'ils revendiquent l'émandement, c'est ce que vous voyez en rouge
sur la carte. Il revendique le mandement de Penay avec ses dépendances que sont Gentot et Séligny. Et puis, il revendique le mandement de Jussy. Bon, le mandement de Terny, évidemment, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un peu trop dans la Savoie. Genève fait cela dès 1536, marquant par là que les Genevois sont conscients de la nécessité d'avoir un arrière-pays, d'avoir un territoire. Ma foi, ils font avec ce qu'ils ont, et ce qu'ils ont, ce sont les possessions de l'évêque. Donc, il y a la réforme derrière les murs, mais il y a aussi, dans le même temps, les mandements. On a parlé du congrès de Vienne. Alors, effectivement, il y a le congrès de Vienne, mais dans le même temps qu'il y a le congrès de Vienne, il y a les zones franches. Et les zones franches, c'est réellement très important. Bon, là, vous voyez les zones franches, disons, dans une acception assez large. La zone franche de 1815-1816, c'est le pays de Gex et la partie qui est autour d'Annemasse. Et puis, il y a une autre zone franche dont on ne se souvient plus aujourd'hui, mais qui a quand même existé entre 1860 et 1923. Et c'était quoi cette grande zone, appelée la zone d'annexion? Eh bien, c'est que lorsqu'il y a eu le plébiscite par lequel les Savoyards ont décidé de se rattacher à la France et non pas à la Suisse, l'un des arguments de Napoléon III pour convaincre les Savoyards, c'était de leur dire, mais tout de même, vous aurez cette zone franche avec Genève, donc vous aurez les avantages d'être avec la Suisse, plus ceux d'être avec la France. Et ça avait été un grand argument pour que les Savoyards décident de rester en Savoie, sans compter que les Genevois n'ont pas fait une propagande effrénée pour avoir ce rattachement, et que donc on a les frontières actuelles. Mais pour les Genevois, en tout cas les frontières de la zone franche, c'était pendant longtemps, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'était largement pour eux la vraie frontière. Et certains d'entre vous se souviennent certainement de ces postes frontières qui existent bien au-delà de la frontière du pays, et qui c'était les frontières douanières, et qui, dans l'imaginaire des gens, représentaient bien plus la frontière que la frontière territoriale. Et ces zones franches, bien sûr, elles ont été confirmées, notamment à l'occasion du traité de Territet. Voilà, donc, Peter Pan, et puis continuons sur ce rapport territorial avec Genève. Évidemment, je dois vous montrer encore cette carte. C'est la carte actuelle du projet d'agglomération franco-valdo-genevois. Et vous ne pourrez pas ne pas voir une forme de filiation depuis plus de 500 ans sur la façon dont les choses se passent. Les cartes ne se superposent pas totalement, mais elles ne sont pas sans rapport l'une avec l'autre. Donc, à ce stade, la conclusion, c'est que Genève est capable de voir de l'avant, Genève est capable d'être optimiste, et quant à sa population, et quant à sa vision territoriale. Il n'y a pas, dans l'esprit genevois, une espèce d'œillère qui fait qu'on s'interdit de voir un peu plus large. J'en viens à notre période actuelle, qui incontestablement est une période de mutation. Quelques chiffres. Ils sont quand même assez spectaculaires. De 1990 à 2010, si je compte, j'additionne la population genevoise à la population frontalière, il y a en tout cas plus de 530 000 personnes que l'on retrouve à Genève tous les jours. C'est plus 117 000 personnes sur 20 ans. Et encore, dans ces chiffres ne sont pas compris les Vaudois. Si on estime que les Vaudois, qui sont aussi, en somme, qui viennent aussi travailler à Genève, qui sont aussi des pendulaires, si on rajoute les Vaudois, c'est à peu près le 30% des frontaliers, donc ça vous fait rajouter encore 20 à 30 000 personnes à ce chiffre.
Du reste, ici, il y a des chiffres qui remontent à 2005. Ces chiffres sont plus d'actualité aujourd'hui, bien sûr, et aujourd'hui, les chiffres sont encore plus spectaculaires. Et vous voyez qu'on est dans des situations du style 500 000 passages jour aux frontières, avec tout de même le canton de Vaud qui amène une contribution de l'ordre du tiers de ces passages aux frontières. Alors voilà, disons, une première image sur ces mutations que nous vivons. Il y en a une autre qui me semble assez adéquate, parce qu'elle montre le périmètre en bleu de cet espace, du périmètre de ce projet d'agglomération Franco-Valdo-Genevois, et elle montre en même temps où habitent les gens. Et on voit finalement qu'il y a une assez bonne superposition entre l'endroit d'où proviennent les frontaliers, donc les problèmes qui doivent être gérés de façon à ce que ce territoire ait une homogénéité, et puis les limites qui ont été tracées. On aurait pu imaginer qu'elles soient un petit peu différentes, mais là aussi, il faut respecter les sensibilités politiques de nos partenaires français, qui préservent aussi les équilibres un peu compliqués chez eux, et qui donc fixent aussi où on en est. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend aujourd'hui? Enfin, quelles sont mes expériences au sujet du développement de tout cela? Je vais vous parler assez brièvement, un peu moins peut-être en ce qui s'agit de la naturation des cours d'eau, dans la naturation des cours d'eau, du CEVA, du PAV et de projets d'agglomération. Il y a ici une image qui me manque, et je la regrette beaucoup, parce que j'ai fait préparer cet exposé il y a une semaine, et mon assistant parlementaire n'est pas là, et moi je ne sais pas utiliser je ne sais pas créer des images là-dessus. L'image qui me manque, parce qu'elle est merveilleuse, c'est le plan directeur cantonal. C'est formidable. Le plan directeur cantonal, vous avez une image, c'est extrêmement compliqué, les architectes le connaissent, on voit toutes sortes de choses qui sont extrêmement précises, tout est calculé à l'unité près. Ce qui est formidable, c'est que les projets les plus structurants qui ont été faits à Genève ces 10 dernières années, il n'y en a aucun, vous l'entendez bien, qui était prévu dans le plan directeur cantonal, et quand par accident ils sont évoqués dans le plan directeur cantonal, on ne comprend pas à quoi ils servent et comment ça se passe. En réalité, ce n'est pas les urbanistes qui ont développé Genève ces 10 dernières années, ce sont les gens qui font de la renaturation des cours d'eau, ce sont les gens qui ont fait les voies de tram, ce sont les gens qui ont mis en place le CEVA, et ce sont les gens, alors ça c'est la société civile, les architectes qui ont dit il y a peut-être quelque chose à faire du côté de Praille-Acacia-Vernay. Et c'est le projet d'Aglo. Le plan directeur cantonal est une œuvre formidable. C'est quelque chose qui a été conçu à la fin de la législature. En réalité, ce plan directeur, c'était le plan directeur, pas faire de politique, mais enfin, c'était le plan directeur du gouvernement monocole. Il a été fait entre 93 et 97, et Philippe Joie l'a déposé pratiquement en 97 au Grand Conseil. Et on a voulu aller vite, et alors le Grand Conseil, au lieu de reprendre, de dire ce texte, il ne va pas, on va faire autre chose, il a dit, on va l'amender. Donc, le texte a été amendé en fonction de l'engagement des services. Alors, le chapitre sur l'environnement a été refait de la première à la dernière ligne. Mais comment est-ce qu'il a été refait? Ce n'est pas le Conseil d'État qui est arrivé en disant « je refais le chapitre sur l'environnement ». Ça a été des députés qui déposaient des amendements, alinéa après alinéa, et bénéficiant d'une majorité automatique en commission, pour refaire tout un chapitre de plan directeur, qui n'en comportait pas beaucoup. Le schéma directeur, je crois qu'il comporte 5 ou 6 chapitres, donc c'est une partie importante. Puis dans d'autres endroits, il y a d'autres fonctionnaires ou d'autres magistrats qui ont été moins activistes, mais ce plan, conceptuellement, c'est le plan des années 90, le plan de la crise, qui arrive, qui est adopté au Grand Conseil le 8 juin 2000, et qui est marqué par son époque.
Alors, que dit le plan directeur, on va faire les choses les unes après les autres, sur la renaturation des cours d'eau? Ce qu'il dit sur la renaturation des cours d'eau, c'est que c'est un projet qui vise à redonner de la qualité aux cours d'eau et qui a un impact paysager, mais qui est juste évoqué parce qu'on ne voit pas quel serait cet impact paysager. Voilà, et c'est tout. Et concrètement, quelle a été la séquence? En 1997, il y a une modification de la loi sur les eaux qui intervient pour dire que Genève doit renaturer les cours d'eau. Il y a un financement extrêmement important qui est attaché à cette loi, l'obligation de dépenser au minimum 10 millions par an, au minimum, c'est dans la loi, et non seulement on doit dépenser au minimum 10 millions par an en frais d'investissement, mais en plus on a une enveloppe très généreuse pour le fonctionnement, puisque toutes les redevances hydrauliques tombent dans l'escarcelle du fond. Et les députés se disent qu'ils s'en sortent bien, parce que Claude Héguy leur disait, pour renaturer, il faudra doubler la taxe d'assainissement. Ils se sont dit qu'ils se sont plutôt sortis à bon compte. Et puis, il y a un troisième élément, à côté de cette idée que la renaturation des cours d'eau, c'est fait pour améliorer la qualité des eaux. Il y a un protocole d'accord transfrontalier qui a été conclu avec toutes les communes françaises et suisses du bassin versant, qui est une déclaration d'intention qui dit « on va travailler ensemble ». À partir de là, il s'enclenche toute une série de choses qui n'étaient pas prévues du tout. Alors, premier exemple, c'est le cas de la renaturation de la Sémin. La renaturation de la Sémin, fin 1997, c'est un projet qui est devisé à 100 millions et qui, pendant toute l'année, les années 96-97, a fait l'objet d'un conflit entre deux départements. Il y avait d'une part le département constructeur qui disait l'objectif de la renaturation de la Sémin, c'est de protéger la zone agricole des inondations et également, bien sûr, les zones construites en aval. Et donc, il faut faire une grande galerie de décharge qui, lorsqu'il y a des inondations, va récupérer l'eau et va conduire cette eau sur le lac. Ça, c'est un projet à 50 millions, c'est beaucoup de béton, et c'est un beau projet des années 90 où les entreprises ont besoin de construire. Donc, c'est un super projet par rapport aux besoins de l'époque. Et puis, il y a ensuite un deuxième projet, qui est le projet des gens qui, à l'époque, s'occupaient de renaturer les cours d'eau, qui disent ce cours d'eau, il ne passe pas exactement au bon endroit. De toute façon, ce cours d'eau, en gros, c'est un drainage des champs. On va le faire repasser ailleurs, donc on va redessiner le cours d'eau, on va créer une espèce de Luna Park, et ça va coûter 40 millions à peu près. Comment ils ont trouvé que ça coûtait 40 millions? C'est que les services, ils se sont dit, bon, si on doit faire sur un tronçon de 20 mètres, ça coûte combien? Multiplié par le nombre de kilomètres, plus 30% de marge, voilà. Et donc ça, c'est le point de départ. Alors, je vous passe les épisodes, la décision du Conseil d'État à qui je dis, mais écoutez, est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse imaginer que de temps en temps les champs soient inondés, puis qu'on indemnise les agriculteurs en vous garantissant que jamais personne, aucun être humain ne sera jamais concerné et aucun animal. Au pire, ce qui va se passer, c'est que tous les 20 ans, on devra payer quelque chose parce qu'un champ est inondé et qu'on a perdu une culture. Ou bien est-ce que vous préférez payer 50 millions? Quand on pose la question comme ça, en général, on a la bonne réponse. Donc on a abandonné la galerie de décharge. Et là, c'était déjà 50 millions d'économisés. Et puis après, l'affaire, elle se termine comme ça. Le premier élément qui me paraît très fort, c'est que on part d'un projet pour que les eaux soient de meilleure qualité. On arrive en réalité sur un projet qui a un impact extrêmement important sur le territoire. Comme vous voyez, vous passez de là à là, c'est véritablement une assise extrêmement forte et supplémentaire que vous donnez au cours. Le deuxième élément qui me semble important, c'est qu'à travers ce projet, on ménage l'avenir.
Ce projet, il sert à deux choses. Il sert d'une part à avoir, bien sûr, une meilleure qualité des eaux, une meilleure qualité des biotopes, mais il sert aussi à préserver la zone construite qui se trouve en aval contre les inondations, donc à permettre des urbanisations sur Tenay et sur Chênebourg. Et ce projet, il sert aussi, parce que les paysans ont été d'accord de donner une partie de leur champ pour que ce projet ait cette emprise, mais la contrepartie, c'est la liberté de drainage sur tout le bassin versant, c'est-à-dire un tiers de la zone agricole genevoise qui, dorénavant, peut être cultivée librement. Donc, et on fait quelque chose qui était le point de départ, qui est bien pour les poissons et les biotopes, mais aussi on fait quelque chose d'extrêmement structurant au niveau de l'aménagement, mais aussi on met les jalons pour la suite, c'est-à-dire on sécurise toute une partie du terrain. Et puis, accessoirement, pour ceux qui s'intéressent aux questions de prix, le projet a 100 millions. Jusqu'à aujourd'hui, il a coûté 8,6 millions, dont 1,5 généreusement offert par la Fondation Wilsdorf, c'est-à-dire 7 millions. Et il y a encore un petit bout à faire du côté de Chandelon. On n'arrivera pas à 10 millions quand ce sera fini, sans compter que Wilsdorf va, je crois, beaucoup s'engager sur ce petit. Voilà donc pour la renaturation de la SEMA. La renaturation de l'air, c'est un petit peu la même histoire. Alors, on part d'un cours d'eau qui est entièrement canalisé, corseté, qualité de vie dans ce cours d'eau qui est totalement lamentable, qui en réalité était une espèce d'égout à ciel ouvert au départ, parce que c'est là où la station d'épuration des eaux de Saint-Julien déchargeait ses eaux usées, et donc c'était véritablement pas une situation qui est extrêmement compromise. Les travaux de renaturation visent, bien sûr, à rendre ce cours d'eau plus naturel, mais dans le même temps, au niveau paysager et de l'aménagement du territoire, chose dont vous ne trouverez pas une seule évocation dans le plan directeur. Il y a un projet, l'architecte Georges Descombes est parmi nous, peut-être qu'il aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, il y a un projet qui aujourd'hui est cité en exemple dans toute la Suisse, dont on parle aujourd'hui dans les universités américaines comme étant un des objets les plus marquants à voir. Il y a des gens qui viennent de toute la Suisse pour regarder l'air renaturé. Le plan directeur n'avait pas prévu cela, et dans le même temps, cette renaturation de l'air, et c'est là aussi où le projet est opportuniste pour la suite des événements, il permet de sécuriser l'aval, c'est-à-dire toute la zone du Pave, donc du projet Praia Cassia Vernet, et dans le même temps, c'est pas exactement la bonne image qui est là, parce que c'est une image qui montre les sécurisations sur les inondations, eh bien, il permet, dans le même temps aussi, ce projet, de créer des zones agricoles spéciales, c'était la compensation qu'on a donnée aux agriculteurs. Dans le premier cas, pour la SEMA, c'était liberté de drainage. Ici, la compensation, c'est vous pourrez créer un quartier de serre. C'est quoi un quartier de serre? C'est un quartier où il y a des bâtiments qui font 2 étages, où il y a des routes qui supportent des 40 tonnes et qui est entièrement alimenté par le gaz. Parce que c'est ça une serre. C'est une installation industrielle dans laquelle on fait pousser des plantes. Alors, ce quartier de serre, bien sûr, il sera le plus joli possible. Il y aura des petits ruisseaux au milieu. Les agriculteurs vont faire des choses formidables dans le sens du développement durable. N'en demeure pas moins que si vous vous dites, dans 30 ans, la ville, elle va se construire où? Elle va se construire à l'endroit où on peut faire passer les 40 tonnes, où il y a le gaz, et où les gens sont habitués à avoir des immeubles de 2 étages, ou bien est-ce qu'on va se mettre dans un endroit où il n'y a rien pour le moment? Et donc, ce que l'on peut tout de même imaginer, c'est que la suite des opérations, c'est que dans une ville qui se développe à un horizon de 50 ans, cette renaturation de l'air, ça soit aussi, au fond, le très grand parc urbain et naturel, la pénétrante de nature dans l'agglomération. Voilà quelques mots sur la renaturation de l'air. Un mot sur la mobilité. La mobilité, en 2000, c'est le projet du tram
qui va d'Annemasse à Saint-Genis. Je vous le montre, vous l'avez oublié peut-être, mais c'était ça, la mobilité, c'est le métro léger. C'est ce tram qui doit relier les deux rives. Ceci très dans une perspective Haute-Savoie, Pays de Gex. Bon. Et c'est ce que prévoit, évidemment, c'est les hypothèses du plan directeur. Dans l'intervalle, le Grand Conseil demande au Conseil d'État de réanimer le projet CEVA. On fait des comparaisons entre la qualité de ce projet et celle du projet CEVA. On s'aperçoit que les deux projets, ma foi, d'après les experts qui n'étaient pas trop bienveillants pour le CEVA, parce que finalement c'était faire autre chose que ce qu'ils souhaitaient faire, sont équivalents, le même nombre de passagers, ça coûte la même chose, enfin, tous les endroits où on peut donner des points, on se retrouve grosso modo à égalité, et on se dit, pourquoi s'obstiner à vouloir réaliser le projet dont personne ne veut, celui-ci, et ne pas réaliser celui que le Grand Conseil nous demande de faire, l'autre, puisqu'ils se valent. Bon. Et en plus, l'autre, ils ne se valent pas tout à fait, parce que l'autre, la Confédération paye, alors que celui-ci, la Confédération ne paye pas. Mais ça, personne ne s'intéressait beaucoup à cet aspect du dossier. Et sans qu'il n'y ait pas une ligne dans le plan directeur de ce que je vais vous montrer, ça donne ça. Ça, c'est autour du CEVA et des gares, quelles sont les potentialités de développement. Et de ça, il n'y a pas une ligne dans le plan directeur, parce que le fil qui est tiré, c'est on fait une infrastructure pour se déplacer. Cette infrastructure, pour se déplacer, automatiquement, elle génère un certain nombre d'effets, et ces effets se mettent en place et vont se mettre en place. Ils se mettent déjà en place parce qu'on voit la plus-value foncière des terrains. Ils se mettent en place parce que même si à Genève, on ne voit pas grand-chose, j'ai été à Annemasse il y a 2 semaines, et le projet de l'étoile d'Annemasse, il est en train de se construire. Si vous y allez, vous voyez les immeubles qui sont en train de se pousser, et il se construit de façon très intelligente. Moi, je trouve que c'est un beau projet qui est en train de se faire. C'est une belle revalorisation urbaine à Annemasse. Et tout le reste, j'espère que ça se fera le mieux possible. J'espère que quand on va nous faire la nouvelle comédie, on fera autre chose que, je ne sais pas, cette espèce de box qu'on a pu voir. Enfin, en tout cas, on ne peut pas dire qu'on renoue avec les dieux les bâtiments de prestige, mais je ne vais pas jouer à l'arbitre du bon goût ici. Et le CEVA, c'est ça aussi. Hein. C'est les gares nouvelles. Pour les fans de nouvelles, il y en a quelques-uns qui souhaitent qu'on détruise le musée d'art et d'histoire pour permettre à l'architecte Nouvel de s'exprimer à Genève. Eh bien, sachez que Nouvel s'exprimera à Genève. Il commence à s'exprimer à Genève à travers 5 gares, pas 1, pas 2, pas 3, 5, qui vont se faire sur tout le long du CEVA. Et là, vous retrouvez véritablement du Nouvel à l'état chimiquement pur. C'est transparent. La lumière va jusqu'en bas. Même lorsque l'on se trouve à Champel, eh bien, à 60 mètres de profondeur, la lumière pénètre toujours, pour autant que les habitants de Champel nous laissent un petit peu de place pour pouvoir construire. Voilà donc pour Champel et pour le CEVA. Autre élément où il a fallu se montrer extrêmement opportuniste, c'est le projet d'agglomération. Alors, le projet d'agglomération, c'est quoi au départ? Ces histoires aussi, on les oublie assez vite, et seuls les spécialistes des transports s'en souviennent. Le projet d'agglomération, c'est tout d'abord une votation fédérale du 8 février 2004 sur une initiative qui s'appelle Avanti. Avanti, c'est une initiative qui dit qu'on doit limiter les transports et qu'il faut qu'il y ait un transfert massif du rail sur la route et un développement extrêmement fort du ferroviaire en Suisse. Et qui dit aussi, parce que c'est ça qui est très important, qu'on ne doit pas, et ça c'est le nœud d'Avanti, qu'on ne doit pas élargir le tunnel du Gothard, routier bien sûr. Donc on doit volontairement contingenter les voitures sur le Gothard et qu'on doit développer le ferroviaire. Cette initiative, elle a été adoptée, comme vous le savez, en 2004, mais à l'époque, le gouvernement, le Conseil fédéral, avait eu l'idée d'opposer à l'initiative Avanti un contre-projet qui s'appelait le projet d'agglomération.
Et comme ce projet d'agglomération, il tenait beaucoup et qu'il avait trouvé le financement, malgré la réussite d'Avanti, il a quand même été de l'avant avec son contre-projet. Et là, c'est une procédure de consultation qui commence en 2005 pour nous parler d'un fonds d'infrastructure. Alors ce fonds d'infrastructure, j'ai des quantités d'images là-dessus, mais ce n'est pas utile de rentrer dans ce genre de détails ici. Ce fonds d'infrastructure, il est doté de 20 milliards, et puis il y a 6 milliards qui sont destinés au projet d'agglomération, dont 2,5 milliards, c'était pour alimenter l'histoire à des projets urgents. L'affaire des projets urgents, entre nous soit dit, elle était un peu bancale. Dire que le CEVA, qui attend depuis 1902 ou 1904, et c'est un projet urgent, bon. Dire que le TCMC, c'est-à-dire le tram de Mérin, dont on avait déjà commencé la construction, c'est un projet urgent qui va démarrer grâce à l'argent qu'on va nous donner, c'était fort contestable, puisqu'on le faisait déjà. De toute façon, on l'aurait fait. La seule différence, c'est que la Confédération a payé 40%. Et dire que le tram, quand on avait un au Nez-Bernay, celui-là, c'était peut-être le plus... C'est peut-être uniquement pour celui-là que l'argent de la Confédération a servi de déclencheur. Enfin, pour une fois, Genève avait des projets et a pu immédiatement amener ces projets à la Confédération qui avait besoin de projets. Et comme nous avions des projets, on a très vite compris que là, il y avait une manne fédérale, que l'on pouvait obtenir de l'argent pour développer un certain nombre de choses. Et comme la Confédération voulait que les projets que l'on fasse ne soient pas uniquement cantonaux, mais que ce soit en collaboration avec plusieurs cantons, pour Genève en collaboration avec la France, eh bien, j'ai été voir nos interlocuteurs français en leur disant, écoutez, il y a une affaire formidable, il faut qu'on monte un dossier pour Berne, on écrit, peu importe ce qu'on écrit, l'important c'est qu'on écrive ce qu'ils ont envie de lire, vous signez dessous, et puis on partage l'argent, puisqu'il y aura de l'argent aussi pour des projets sur territoire français. Donc ça, c'était le point de départ, c'était on ne peut plus opportuniste, c'est il y a de l'argent à prendre, allons dessus. Mais du reste, ça a été fait comme ça par la Confédération, ils recherchaient cet effet d'aubaine pour amener les gens à s'organiser. Et les délais pour le projet d'agglomération étaient des projets extrêmement serrés, puisque par exemple, le tram de Bernay, on avait dû commencer le chantier avant la fin de l'année 2008. Ça a été formidable, parce que ça exerçait une pression terrible sur tout le monde. Vous vous imaginez ce tram, le chantier que ça a été, le pont de l'île coupé, la rue des Deux Ponts coupée, devant la Placette, c'est coupé. Il n'y a pas eu un seul recours. À Genève, on peut construire sans recours, avec zéro recours, que chacun l'entende. C'est le TCOB, qui n'est pas véritablement un cabanon de jardin, qui a empoisonné l'existence de tous les gens qui sont passés par le centre-ville pendant 3 ans. Il n'y a pas eu un seul recours. Pourquoi il n'y a pas eu de recours? C'est que chaque fois que quelqu'un a contesté le projet, on lui dit, écoutez, c'est vous qui allez être responsable de ce qu'on va perdre 90 millions, c'est un peu dommage. Comment est-ce que vous allez expliquer aux milieux patronaux que vous allez perdre 90 millions? Comment est-ce que vous allez expliquer aux amis des transports publics que vous allez perdre 90 millions? Comment vous, ville de Genève, vous allez vous afficher comme ceux qui ont fait échouer un projet de tram? Donc, finalement, cette contrainte du temps a eu pour effet que ce projet a démarré. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui le chantier aurait démarré si on n'avait pas ce genre d'histoire derrière. Mais, indépendamment de cela, ça c'était le côté opportuniste qui nous a permis d'avoir de l'argent, ça nous a amené à travailler beaucoup avec nos partenaires français. Alors, on travaillait déjà beaucoup, la naturation des cours d'eau avait été une bonne occasion de faire connaissance, puisque souvent nous avons été à Paris défendre ensemble nos projets, donc je participais à des délégations françaises à Paris, c'est une question, c'est aussi une façon de faire connaissance et de découvrir qu'on peut travailler ensemble. Mais là, les Français ont été véritablement extrêmement précieux dans ce projet, parce que, alors ici vous voyez le périmètre dont on parle, parce qu'ils ont dit, nous on ne veut pas se borner uniquement à un projet qui ait un effet d'aubaine, qui nous permette de récupérer de l'argent, qui soit un projet purement qui porte sur des transports. On veut quelque chose de plus.
Ce que l'on veut, c'est aussi une charte par laquelle nous marquons notre volonté, notre intention de construire la région ensemble. Et ce que l'on veut aussi, c'est qu'à côté de la politique qui relève de l'urbanisme, c'est-à-dire mobilité, environnement, l'urbanisation, eh bien, qu'on associe toute une série de fiches qui portent sur des politiques de service. Donc, que l'on fasse un projet qui ne soit pas simplement, on construit un tram ou une voie de bus rapide, mais on va de quelque part à quelque part pour y faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on dit aussi comment on organise le système sanitaire, quelles sont les zones agricoles que l'on préserve, comment est-ce qu'ensemble on développe une politique culturelle, où sont les théâtres, etc. Donc on est parti de quelque chose de très simple, il faut qu'on se mette d'accord ensemble pour avoir de l'argent de Berne, pour aboutir sur quelque chose d'extrêmement ambitieux et sur une collaboration extrêmement étroite qui amène à devoir créer progressivement des ustensiles, des organes de gouvernance pour ce nouveau territoire. Ça, c'est le point où on en est arrivé maintenant, et ça a été très précieux, parce que quand on est arrivé aussi devant la Confédération, leur montrant que le projet c'était ça, ils ont été extrêmement emballés, et d'abord on a eu la subvention maximum, 40%, et au-delà de la subvention maximum, c'est un projet dont on nous a demandé, on nous a redonné encore un petit peu d'argent pour qu'on en fasse, on en développe la présentation, et qu'il puisse être présenté ailleurs en Suisse pour dire voilà ce qu'il faut faire, c'est ça le bon exemple. Donc évidemment c'est assez gratifiant, mais c'est pas si simple que ça, puisque on travaille sur 2 cantons, 2 pays, 2 départements, et les différences entre l'Ain et la Haute-Savoie, elles sont au moins aussi grandes que les différences entre le canton de Vaud et le canton de Genève. Donc c'est vraiment des perceptions du monde totalement différentes. Voilà, donc c'est un petit peu ça, toutes ces politiques de service, plus la carte que vous voyez à droite, qui est la carte urbanistique sur le projet d'agglomération. Je vais rester sur cette carte, mais je vous dirai quand même un mot du projet Praille-Acacia-Vernay, dont vous ne trouverez pas un souffle, rien, dans le plan directeur actuel. Si ce n'est qu'il a été remis à jour, donc on a demandé des modifications qui fait que ce projet est évoqué. Mais en 2000, il n'y avait rien. Pourquoi il n'y avait rien? Parce que les services en charge de l'urbanisme à Genève trouvaient qu'il ne fallait pas s'occuper de ça. Ce n'était pas une bonne idée. Donc, ce projet n'existe pas, simplement. Et comment ce projet existe? D'abord, il y a eu cette association d'architectes qui a fait un concours et qui a expliqué qu'il fallait valoriser cette zone, qui a créé, disons, un débat autour de cette question avant les élections de 2005, et le projet Praille-Acacia-Vernay apparaît dans le discours de Saint-Pierre, donc dans le programme de gouvernement de 2005, en disant, voilà, c'est un lieu où on va développer la ville. Après, comme ce projet se développe, il se développe comme il se développe, mais en tout cas, l'objet de cette démonstration, ce n'est pas de faire une réflexion sur le projet Praille-Acacia-Vernay, mais c'est de dire à nos amis urbanistes et architectes qu'il faut être un petit peu modeste avec les planifications. Donc, ma conclusion, et je termine par là où j'ai commencé, c'est que, après, au fond, avoir été assez séduit par ce concept, pour ma part, je ne crois pas que Genève soit atteinte du syndrome de Peter Pan. Et ma deuxième conclusion, c'est qu'il faut se méfier des grandes planifications. Il faut savoir faire 2 choses. D'une part, se montrer opportuniste, et d'autre part, et c'est tout aussi important, savoir que les projets, ils évoluent. On ne peut pas les maîtriser totalement. Il y a beaucoup d'acteurs, les choses vivent leur vie. Il faut être là pour remettre les choses sur les rails, mais avoir la prétention du bouquin gros comme ça, avec les 288 fiches de projet, j'y crois pas un seul instant. Je vous remercie.